Bonsoir et bienvenue dans la 93e, le talk show franco-suisse du football européen. On se retrouve ce lundi 7 février, malheureusement pas en live à cause de problèmes techniques, mais on vous a pas oublié. Lenny, ici présent, a eu une super idée, enregistrée pour remettre après à disposition, bien entendu. On se retrouve à 5 ce soir avec les deux piliers, bien entendu, Mehdi et Ludo. Messieurs, comment allez-vous ? Ludo, comment ça va? Salut à tous, ça va bien. C'était un week-end mouvementé. On a appris ce matin qu'on avait un traître dans nos rangs. Du coup, il est parti. Il a signé son nouveau contrat qui s'en va gaiement et qu'il nous manquera absolument pas. Très bien. Je ne souhaite pas bonne continuation. On en parlera plus De toute tard. façon, vous aviez pas de problème de rangement. Une armoire normande, ça vous servait à rien au Bayern, non? Ouais. Ça commence très bien. Merci Ludo d'être là. Ludo, tu passeras un petit moment avec nous, puis tu as des obligations obligatoires. Donc tu Oui, devras nous familial, je quitter. suis désolé. Exactement, aucun problème. Merci en tout cas d'être là. Mehdi, comment vas-tu? Ciao les gars, ça va. Alors, bon, Quel il y a des week-end? jours, des fois, je dis que je vais bien, et puis bon, en fait, pas tant que ça. Mais là, je vous dis que je vais bien, et là, je vais bien. Là, je vais très, très, très bien. Et voilà, donc Donc oui, tu vas bien. c'était un bon week-end. Ouais, là, je vais bien, là. Voilà. Au top. Il y a un bruit bizarre. Oui, Mais ouais, je vais bien. Ouais, je suis un chat qui est en train de canner. Tout va Est-ce très que bien. tu veux qu'on appelle la SPA quelque chose, non? Tout va très bien. Tout va Ok. très bien. Messieurs, on était le 31 janvier. On a eu le quiz, deuxième épisode. D'ailleurs, on a l'équipe victorieuse ici présente. La 93e a signé, quasiment officiellement, on peut le dire, un transfert de dernière minute. Vous le connaissez, il a l'habitude d'être là en direct de Croatie. On ne le présente plus. Kevin, comment vas-tu? Bienvenue dans l'équipe officiellement. Exactement, dobra večer, bonsoir à tous. Ça va très bien et toi, Chris? Au top, ça fait très très plaisir que tu rejoignes la 93e, l'équipe de la 93e. Tu avais l'habitude de venir en tant qu'invité. On en avait marre de te présenter en tant qu'invité. C'est officiel, ça y est, tu rejoins quasiment constamment l'équipe de la 93e. C'est un grand plaisir de rejoindre la 93e. C'est un chiffre que j'apprécie, même si effectivement l'année 93, c'est pas mon année préférée, mais Mais en tout cas, c'est celle de Mehdi, c'est la préférée de Mehdi, n'est-ce pas? Ouais, ça Il dépend. y avait corner. Ça dépend. Ouais, 93, non, c'était une bonne année au collège. J'ai bien, ouais. C'était les premiers amours pour Les moi. premières découvertes. Ouais, en 93, c'était bien. Franchement, Non, mais c'était pas mal. alors, et J'ai honnêtement, 2-3 flashs là, c'était sympa. au nom de la 93e, ça nous fait énormément plaisir que tu sois avec nous encore une fois et que tu rejoignes encore plus cette équipe. Vraiment, on a hâte de continuer l'aventure avec toi, bien entendu. Avec nous, ton acolyte est vainqueur du grand quiz avec un magnifique fond derrière lui. 93 justement, on reste sur cette année. La coupe aux grandes oreilles, à jamais les premiers. On ne présente plus non plus le grand vainqueur, Lenny V. Lenny, comment vas-tu ce soir? Salut à tous. Écoutez, ça va très très bien. Très impatient de vous parler d'un week-end que je pourrais appeler remontada marseillaise. Et puis surtout commenter avec vous les deux petits matchs sympas que j'ai pu voir. D'ailleurs, Barcelone qui m'a ébloui. Voilà, ça Pour fait une fois. longtemps qu'il ne m'avait pas ébloui pour une fois. Et notre ami Mehdi qui a une bonne équipe et un attaquant que je déteste. Un attaquant français que je déteste, mais qui a fait encore une fois parler les haters, comme on Ouais. dit. Exactement, on Ce en que je reparlera disais, juste après. Vous Ouais. savez ce que Mehdi, je ouais. disais à Foufa? Je disais Benzema n'a jamais marqué dans un derby de la Madonnina. C'est Les vrai. hommes mentent, mais pas les chiffres. Exactement. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Et c'est très bien dit, bravo. Et on en parlera effectivement tout à l'heure pour la Serie A. Mais très content, Lenny, que tu nous rejoignes pour parler ballon rond, bien entendu. On va commencer directement avec la Bundesliga et Ludo. Ludo, victoire pour le Bayern. D'autres faits extra-sportifs. Raconte-nous Oh là tout ce là. qui se passe en Bundesliga.
Oui, alors il y a eu deux chocs Alors déjà, merci de me donner la parole. Il y a eu deux chocs en Bundesliga. Donc on a eu le Bayern qui jouait Leipzig à l'Allianz Arena, tous de violet vêtus. Et on a eu également le deuxième contre le troisième, donc un Dortmund-Leverkusen qui s'est fini. Franchement, on s'est régalé. Alors, si je peux parler, je vais revenir au Bayern, je vais parler très rapidement de Dortmund-Leverkusen. Leverkusen cru 2022 m'impressionne énormément. Entre un très gros Diaby, Wirtz, Schick, ils ont vraiment une équipe complète. Ça roule bien. Et on l'a vu contre Dortmund. Je pense que même un Dortmund avec Haaland, ça n'aurait rien pu changer parce que vraiment, c'était une déferlante d'attaque, de contre-attaque surtout. Donc Leverkusen s'est imposé 5-2. Alors ils sont toujours troisième au classement, hein, ils sont toujours derrière Dortmund, mais ça les relance dans la course. Je me réjouis, je vais suivre attentivement Leverkusen parce que je pense qu'ils peuvent aller chercher, en plus avec la blessure d'Haaland, je pense que Dortmund va laisser passer des points. Et je me demande si Leverkusen ne peut pas aller chercher cette deuxième place. Très très compliqué pour Dortmund, 5-2 pour un prétendant potentiel au titre qui les met, on en parlera après la victoire du Bayern à 9,2. C'était vraiment un match à suivre. Alors, on va faire la transition, on parle de Dortmund, on va parler du Bayern. Donc ce matin, je me réveille, je regarde alors c'est même pas une rumeur, hein, parce qu'il n'y a même pas eu de... L'officialisation. Ouais, voilà. Donc je me réveille ce matin, on savait qu'un joueur, alors heureusement que c'est pas un Müller ou c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, hein, c'est un mec qui a sauvé les meubles, si c'est pas lui le meuble. Donc on a un joueur, Niklas Süle, qui s'est dit, déjà je veux plus rester au club. Donc le Bayern, il faut savoir qu'il lui proposait un contrat de 10 millions par an pour une armoire qui ne sait pas courir à plus de 12 km/h, je pense. Certes, il a fait gagner la Ligue des Champions et il a fait le taf quand on avait besoin de lui. Bref, c'est pas la question. Il y a des clubs anglais comme Newcastle qui lui proposaient un contrat en or pour partir en Première Ligue. Il y a même des équipes de Serie A qui voulaient le recruter. Ce matin, je me réveille, sans l'ombre d'un doute. Moi, je me suis dit, je savais qu'il allait partir parce qu'il a dit qu'il voulait pas prolonger avec le Bayern. Je me réveille, j'apprends qu'il part où? Chez l'ami juré. Non, mais là. Non, mais là. Et alors, Non, mais Non, mais pire que ça, c'est Barcelone. Est-ce que réellement, je vais faire l'avocat du diable, est-ce que pour lui, il reste dans le même championnat, il va certainement être titulaire dans la deuxième plus grande équipe allemande? Ça se comprend quand même. Ah bah, mais du coup, si c'est pour faire ça, je comprends pas pourquoi tu signes pas 10 millions pour rester dans la plus grande équipe allemande. Pour ne pas jouer. On reproche à certains joueurs de rester pour l'argent. Lui, pour le coup, bah, il peut jouer au BVB à Dortmund, je pense. En tout cas, il peut être... Oui, pour le même prix. Pour le même prix. Quel est qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, à part que c'est pour Dortmund? En revanche, en termes de vivacité de la défense entre Hummels et Zagadou, on va faire Zagadou. Zagadou. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois monolithes derrière qui se baladent comme ça. Tu as l'impression que c'est Stonehenge. En fait, on va les appeler les Stonehenge. Ça va être bien. Meunier aussi, c'est pas le plus rapide. Donc, Meunier. Ouais. Je sais pas ce que vont donner leur défense. Bref, tout ça pour dire que bonnes vacances à lui. J'espère que ça lui fera pas bizarre de plus jamais soulever de titre pendant les 10 prochaines années. Je pense que premier match contre le Bayern, un Müller ou un Kimmich va lui faire les croisés. Et puis voilà. Sinon, va falloir qu'il mange, hein, parce que pour faire les croisés à Tsulu, va falloir sérieusement manger. Sinon, pour en revenir à des vrais joueurs bavarois, on a appris également après le match de Leipzig que Neuer s'est fait opérer du genou. L'opération s'est bien passée. Il sera absent probablement pour le match retour. C'est pas cheville, non? Non, c'est genou. C'est genou. Désolé, pardon. Excusez-moi. Aucun souci. Du coup, il va rater la double confrontation contre Salzbourg. Alors, je veux absolument pas critiquer nos auditeurs autrichiens, parce que je sais qu'il y en a. Mais je pense que c'est malin, parce que c'est une opération qui était obligatoire, et je pense que c'est malin de la faire durant cette période, sachant que Dortmund est maintenant à 9 points. Il y a les doubles confrontations contre Salzbourg qui, normalement, je touche du bois, devraient bien se passer. Il pourra être là, je pense, à partir des quarts de finale. Donc, bon établissement à lui. Et donc, on a eu un match contre Leipzig pour terminer qui s'est
plutôt bien passé. C'était un match très beau offensivement, mais du coup, les défenses étaient totalement à la ramasse, j'ai trouvé. On a vu d'ailleurs sur une déclat de Nagelsmann, je ne sais pas si vous avez vu, il a peut-être un peu forcé, il a critiqué Benjamin Pavard publiquement en conférence de presse. Alors, il ne l'a pas critiqué, mais il a remarqué les erreurs, et c'est rare de la part de Nagelsmann, qui est un coach qui protège constamment ses joueurs, même quand ils font des erreurs. Là, il n'a pas manqué de rappeler à Pavard que la stratégie n'a pas été maintenue, parce que, en gros, c'est simple, il oblige ses joueurs de vite presser le porteur du ballon à la porte de balle. Et il avait expliqué à la défense que Nkunku fait toujours le même déplacement. En gros, il joue très large et il pique à l'intérieur pour appeler des ballons en profondeur. Ça a tenu tout le match, sauf qu'à un moment donné, Pavard, il a voulu faire le pas de trop, je pense. Peut-être pour essayer d'intercepter ou autre. Et il s'est pris un ballon dans le dos, but d'Nkunku. Bref, ça n'a pas eu énormément d'incidence parce qu'on a gagné 3-2 grâce à un trio offensif qui a fait son match. Et pourvu que ça dure, quoi, pour aller chercher ce 10e titre consécutif. Voilà. Oui. Mehdi, ouais. Là, on dirait que les carottes sont cuites, très honnêtement. Plus exactement, les saucisses sont ébouillantées. Non, mais c'est vrai, ça a l'air quand même. Là, il y a 14 points d'écart, c'est ça? Ou 13? Ah non, il y a 9. Je sais plus. Enfin... 9. Ah non, il y a 9. Oui, on n'est pas en France. Ouais, je te permets pas. C'est vrai. Non, 9 points d'écart, ça va permettre à Nagelsmann de souffler, à faire souffler des joueurs avec les matchs qui arrivent. Et du coup, ça va être bien pour aborder la Ligue des Champions parce qu'on sait que Nagelsmann, son projet, c'est d'amener la Ligue des Champions dès sa première année à Munich. Donc, à voir. Ok, très bien. Ok. Messieurs, un beau match, encore un beau match de Nkunku. Franchement, c'est impressionnant. Entre lui et Diaby, c'est... c'est très fort. Tiens, Kevin, toi qui es supporter du Paris Saint-Germain, qui a connu Christopher Nkunku sous le maillot parisien. C'est un membre de ma famille, Nkunku. Et en plus de ça, qui les connaît. Bénédicte. Non, mais je te crois. Est-ce que ça te surprend ce niveau qu'il peut avoir aujourd'hui à Leipzig? Non, moi, je suis pas surpris. Moi, je suis pas surpris dans le sens où même déjà à l'époque de la Youth League, c'était l'un des jeunes les plus prometteurs du Paris Saint-Germain. Après, effectivement, le gap entre les U19 du PSG et l'équipe A, il est immense. Et qu'à cet âge-là, en fait, les joueurs ont besoin de jouer. On l'a vu avec Diaby aussi lorsqu'il est parti à Leverkusen. Ces joueurs-là, à force d'accumuler du temps de jeu, de l'expérience, ils finissent par exploser. Le talent brut, ils l'ont. Je pense que les bases aussi au niveau tactique, ils les ont également acquis au Paris Saint-Germain. Après, quand on compare avec un autre joueur qui est parti aussi en Allemagne, Tanguy Kouassi, qui lui n'a pas le temps de jeu, on sent tout de suite qu'au niveau de la progression, ça stagne. Donc, pour les jeunes joueurs, je pense que c'est important de jouer régulièrement. Peut-être qu'en France, on aura une réforme du football au niveau des équipes réserves, pour peut-être leur permettre de jouer au 3e niveau, ce qui permettrait en fait d'avoir un peu plus de compétitivité, parce que c'est vrai que quand tu joues contre des joueurs plus âgés, entre guillemets, ou plus solides, physiquement, ça te pousse aussi à te dépasser, peut-être à trouver d'autres parades, etc. Donc Nkunku a aussi pris physiquement. Je pense que c'est aussi le tout. C'est que en termes de croissance, il a énormément grandi. Il a pris sur sa dernière saison au Paris Saint-Germain, puis quand il est arrivé à Leipzig. Et c'est quelqu'un qui s'est réfugié dans le travail. Il est costaud là. Il devient trapu, il est rapide et il tient sur ses jambes. C'est ça. Je pense que ça va être compliqué pour Leipzig de le garder ces prochaines années parce que. Après, c'est pas forcément le potentiel. C'est pas le projet de Leipzig. Tu vois bien que Leipzig, l'année dernière, ils ont vendu leur milieu de terrain, leur défenseur central, leur coach, s'ils avaient pu vendre leur grand-mère, ils l'auraient fait. Et tout ça à leurs concurrents directs. Donc, le but du jeu, c'est pas de gagner là, chez Leipzig. C'est pas ça. C'est juste d'avoir de la représentation de la marque. Mais le truc aussi, je voulais dire quelque chose de presque intéressant. Et tu as oublié. Eh ben voilà. Eh ouais. Comme quoi. Ça c'est le karma de la grand-mère, ça. Eh ouais. Absolument. Un petit truc que je voudrais ajouter sur Nkunku qui me choque, je trouve, c'est sa polyvalence. C'est le gars, peu importe où il est sur le terrain, il me fait penser. Alors c'est pas son équivalent, mais tu vois, quand je vois un Kimmich qui peut jouer au Bayern sur le flanc droit, au milieu, un peu plus haut, tu vois, t'as un Nkunku qui peut jouer MDC, milieu central, MOC, et limite buteur, ça passe. Et ces appels, j'ai regardé un petit peu les highlights du match. Les appels, il a mangé pas avoir tout le match. Ah ouais, c'était assez incroyable. Et du côté Bayern aussi, ce qui m'a choqué au niveau du match, c'est la précision que Müller il avait, quoi.
Je trouvais qu'il était ça lui arrive. genre ouais, alors que il joue peut-être un peu plus bas qu'avant, mais ouais, moi j'ai vraiment adoré et je ce vais match à nouveau parce que Tolisso a à nouveau fait un gros match et il revient très en forme à côté de Kimmich. Alors, je pense pas que ça va remettre en cause la place de Goretzka à son retour, mais je suis très content de pouvoir compter sur lui si jamais on doit changer de système ou si jamais il faut le faire rentrer en cours de jeu. Très content. Ouais, et puis de toute façon, c'est bien de jouer avec 3 milieux titulaires en fait. Enfin, tu vois, les grandes équipes, elles ont pour 2 places, 3 milieux titulaires, c'est bien. En fait, Ouais, ça ouais. tourne. Quand tu as un blessé, tu vois pas vraiment la différence, etc. C'est pas trop un problème. Oui, la chose que je voulais dire, là, tu parlais de la réforme, Kevin, du football français sur les équipes réserves, mais il y a aussi une réforme qui va être très importante pour ce genre de choses. C'est, j'espère d'ailleurs qu'elle va passer, mais je crois que c'est en bonne voie. C'est la réforme le premier contrat de 5 ans. Et ça, ce sera une réforme européenne. Ça veut dire que quand tu as été formé dans un club, c'est terminé pour l'Allemagne. Ils ne peuvent plus acheter nos joueurs. C'est 5 ans dans ton premier club, en fait. Ce qui fait que tu pourras les acheter, oui, mais à 23, 24 ans. Et là, c'est plus pareil, en fait. Parce que... alors, je parle de l'Allemagne. Ouais. C'est une réforme au niveau européen, parce que moi, j'avais entendu parler plutôt d'une réforme au niveau français. Parce que les Européens peuvent déjà faire signer 5 ans les jeunes joueurs. C'est ce qui fait qu'ils sont moins compétitifs, en fait, en France. Ok, d'accord. Okay. Ouais. Bah écoute, j'espère que ça va être ça. Je croyais que c'était une réforme vraiment européenne. Oui, parce que tu as raison, Kevin, parce que cette semaine, on a signé le jeune Werner qui a 16 ans, plus jeune contrat pro, un joueur formé au Bayern, qui a fait son premier match professionnel d'ailleurs la semaine passée. Et tu as raison, c'est 5 ans de signature. Ouais, parce que du coup, j'en parlais avec les représentants du NFP il y a à peu près un an. Ce qu'ils craignent en tant que syndicat de joueurs, c'est de se dire, OK, le gars va signer 5 ans, mais le club va signer 5 ans pour le bloquer. Et pas vraiment pour lui accorder du temps de jeu. Donc en fait, il faudrait trouver une sorte de compensation pour pousser les clubs à faire jouer les jeunes, ou au moins les mettre sur les feuilles de match, etc. Un peu comme les quotas UEFA au final, parce que les quotas sur la liste de 25 joueurs au niveau de l'UEFA, tu es obligé d'avoir 4 joueurs formés au club, 8 au total formés localement, donc 8 joueurs sur 25. À la fin, tu en as toujours au moins un ou deux qui intègrent l'équipe. Ouais, mais alors, sans vouloir, mais c'est quoi l'intérêt de bloquer un joueur que tu fais pas jouer et que donc potentiellement tu peux pas revendre, parce que les clubs français seront toujours en galère, hein, financièrement, ça changera pas, et leur premier revenu ce sera bien sûr les droits télé, et le deuxième ce sera la vente de joueurs. Donc mieux vaut qu'ils fassent jouer au contraire les joueurs qui font signer 5 ans en fait, tu vois. Ceux que tu fais signer 5 ans, tu es obligé de les faire jouer parce que dans 5 ans il faut que tu les revendes. Oui, tu prends l'exemple du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, avec l'effectif qu'il a, entre les seconds couteaux, entre guillemets, qui occupent une place de plus sur le banc, quelque part, hein, parce qu'ils sont pas suffisamment bons pour pouvoir prétendre à une place dans le 11, ils restent là avec des contrats confortables de 2-3 ans. Il y a des jeunes qui ensuite commencent à intégrer la rotation de l'équipe première, etc., qui rentrent aux entraînements et tout. Mais on n'a pas l'impression qu'en les faisant signer 5 ans, en fait, les mecs vont rester dans le sas indéfiniment, en fait, parce que si au milieu de terrain, tu as un Draxler qui, depuis 2017 ou 2018, n'est pas une jambe devant l'autre. Tu vas avoir un Paredes, tu vas avoir bon, je ne vais pas mettre Danilo Pereira parce que c'est l'homme du moment, mais bref, tu as au moins 2-3 joueurs comme ça que tu as l'impression qu'ils prennent de la place pour rien. Et si tu as derrière 3-4 générations de U19 qui signent des contrats de 3 à 5 ans, comment tu crées de l'espace pour ces joueurs-là? Parce que Paris n'est pas sur la revente. Bah oui, c'est ça. Sans vouloir être désagréable avec le Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain n'est pas une équipe française, c'est une équipe hors sol. On ne peut pas la comparer à toutes les autres équipes du championnat de France. Elle est incomparable. C'est une équipe qui devrait être en première ligue, par exemple, mais qui n'a strictement rien à voir dans le championnat de France. Personne n'a Paredes, Danilo Pereira, Herrera, etc. sur le banc en championnat de France. Tu prends n'importe quelle autre équipe de France, tu prends ces 3 joueurs-là, ils sont titulaires, partout, dans tous les clubs, sans aucune exception. C'est sûr. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun milieu de terrain qui a le niveau de Paredes, Herrera, et pourtant, on prend les pires. Hein, tu vois, et même Draxler, hein, la vérité, même Draxler, il est titulaire dans toutes les équipes de France, en fait. Donc, parce qu'il est bon. Hein. Sérieusement, il est bon, hein, ce con. Donc bon. Bon, allez, on va avancer. Merci Ludo pour ce point. Si tu dois y aller. Avec plaisir. Merci pour ce point, les gars. Aucun problème. Je regarde les vols, il est. Allez, ça marche.
Très bien. Messieurs, on parlait du... C'est un vol de Madrid, donc sans mec. Bref. On parlait du Paris Saint-Germain. Restons du coup sur la Ligue 1. C'est très bien, ça fait la belle transition. Week-end très prolifique, pardon. Le premier qui me dit que la Ligue 1 n'est pas intéressante, s'il vous plaît, je veux le voir devant moi et qui regarde ce week-end. Il y a eu un seul 0-0 entre Troyes et Metz, si je dis pas de bêtises. Comme quoi, ça arrive même dans le championnat français. Lenny, très content que tu sois là. On va parler de cette remontada, comme tu disais, en préambule entre l'Olympique de Marseille et le SCO d'Angers. On va parler aussi, bien entendu, du très gros score du Paris Saint-Germain hier à Pierre-Mauroy face au LOSC. Et à noter quand même une victoire de l'AS Saint-Etienne, messieurs. C'est à noter d'une croix rouge sur le calendrier. Et Bordeaux qui coule face à Reims 5-0. Lenny, toi qui es grand abonné au Vélodrome, tu n'as malheureusement pas pu assister au match de l'année. J'y étais, et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai failli partir après 20 minutes. Parce que l'OM était mené déjà 2-0 après 15 minutes, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Par le score. C'est ça, par le score. Ouais, alors c'est début de match très compliqué. Les joueurs se regardaient, ça se cherchait. J'ai pas reconnu l'OM. Sampaoli est arrivé avec un nouveau dispositif. On a joué à 4 défenseurs, car d'habitude c'est 3 défenseurs avec les ailiers qui sont un peu plus défensifs, dont Under à droite et le côté gauche on a un Luis Enrique souvent. Mais là on a eu la titularisation de Kolasinac qui a fait un match incroyable. Tout à fait. Pour ce joueur qu'on envoyait un petit peu à la retraite à Arsenal, bah là j'ai vraiment trouvé qu'il avait du jeu au niveau balle au pied, des bonnes passes, surtout du pro. Toutes les fautes qui ont été faites sur lui, c'était vraiment ça se voit qu'il avait une avance tactique sur les joueurs adverses. Après, j'étais pas prêt de voir le niveau de Angers qu'ils ont affiché pendant 20 minutes. Les 20 premières minutes de jeu, on avait Fulgini, Bouffal et Bentaleb, 3 joueurs vraiment de très bon niveau. Et en fait, il y a eu un déclic, je pense, c'est le 12e homme. Je pense que je pense que c'est ce déclic-là. Et pareil, tu en as parlé, mais je pense que Montpellier-Saint-Etienne, c'est exactement ce qui s'est passé, puisque en 9 minutes, je crois que Saint-Etienne a mis 3 buts. Et s'ils n'étaient pas à Saint-Etienne, je pense que la physionomie du match, elle est différente. Donc moi, je pense que la force qu'on a eue, c'est qu'on était au Vélodrome. Et voilà, tu as un Milik qui enchaîne un hat-trick encore contre Angers. Parce que l'année dernière, il avait mis son 3-0 contre Angers. Je crois que c'est son 3e hat-trick à l'OM depuis qu'il est là. Il fait presque une meilleure saison qu'un Drogba quand il était là, parce qu'il est resté qu'une saison. Et là, on va dire, il a 6 mois de plus. Le grand attaquant qu'on attendait. Je ne sais pas si c'était mon avis, Sco, mais moi, franchement, j'étais très conquis. J'ai adoré. Et le top joueur, c'est Guendouzi. Pour moi, Guendouzi, c'est voilà. On parlait tout à l'heure des milieux de Ligue 1. Ouais, tout à fait. Et petite dédicace à Kevin, parce que c'est un titi parisien, le Guendouzi, je sais, même s'il a été à Lorient, mais il a un petit peu bavé sur le PSG quand il était jeune. Mais je pense que c'est sa génération à lui a connu le nouvel élan de PSG, et je pense que ça se faisait rêver plusieurs jeunes. Et si tu regardes par rapport à sa génération, il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à comprendre ce que c'est l'OM, ce que c'est d'avoir les couleurs blanc et bleu. Et je pense qu'ils sont en train sans dénigrer PSG, parce que je pense que Guendouzi est très intelligent, parce que je me rappelle au Classico, où il y a eu un très beau 0-0 et un beau Payet qui a éteint Messi. Il a été très lisse dans son discours, sans trop attaquer PSG. Et pourtant, lui, il s'est fait attaquer par les supporters parisiens. Il n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Alors, il n'a pas le niveau pour jouer au PSG, mais je pense que l'équipe qu'on a actuellement, avec la tactique de Sampaoli, si on continue, et peut-être on va aller à un petit changement quand même, parce que j'ai du mal avec Balerdi, Caleta-Car, tout ça en défense, j'ai un peu de mal. Mais si on arrive à avoir un très bon défenseur,
quelqu'un qui pourra remplacer Payet, parce que Payet n'a plus 90 minutes dans les jambes. Et enfin, un jour, j'espère, un ailier gauche, parce qu'on n'a toujours pas d'ailier gauche. Conrad, trop jeune. Luis Enrique n'est pas assez haut niveau. On avait Ocampos, on voit ce qu'il fait avec Séville. Et je m'en mords les doigts. On avait Radonjic, on voit ce qu'il fait avec Benfica. Le mec qui est passé titulaire maintenant. Donc, je pense qu'on s'est un peu... c'est un peu grillé, je pense, sur l'ailier gauche, mais bon, ça va arriver et je pense qu'on aura le niveau de. Vous voyez ce qu'il y a derrière moi? C'est plus de ce côté-là. Je pense que d'ici 2 ans, je pense que c'est possible. Voilà. Il faut se laisser 5 ans. Optimiste, Alors, Lenny. Ouais, mais ça c'est cool. En revanche, le problème de Bamba Dieng, là, ou je sais pas quoi, votre joueur là. Ouais, qui a marqué sur la séance de tir au but hier, champion d'Afrique. Absolument. Le Sénégal, d'ailleurs, petite info, parce qu'on n'en a pas parlé, le Sénégal est champion d'Afrique face à l'Égypte au tir au but. Mais lui, il n'a pas un problème de transfert qui va vous suspendre de recrutement pendant 2 ans? Non, c'est Pape Gueye. C'est l'autre Sénégalais. Désolé. C'est l'autre, tout à fait, mais tout a été anticipé par le très bon Pablo Longoria, pour une fois, qui est un très bon directeur... président à l'Olympique de Marseille, il faut le dire. Tout a été anticipé avec des signatures de Guendouzi qui signe officiellement. Kolasinac, tu en parlais tout à l'heure justement. Plusieurs autres jeunes, Cédric Bakambu aussi, plusieurs autres jeunes de Chelsea et de Galatasaray qui commenceront avec l'équipe réserve. Quid de Saliba qui fait un très beau début de saison, à voir si on peut faire quelque chose ou pas, mais tu t'en parlais justement à juste titre. Milik, qu'on envoyait ces derniers jours ou dernières semaines au fond du gouffre, qui là répond à tout le monde en mettant un hat-trick. Alors certes, c'est Angers. Pour le coup, j'ai envie de féliciter le SCO d'Angers parce que pour mener 2-0 au Vélodrome après 11 minutes, il faut le faire. Et pour continuer à jouer au Vélodrome en menant 2-0, il faut aussi le faire. L'équipe n'a pas du tout mis le bus, ce qui peut être reproché à beaucoup d'équipes en venant au Vélodrome ou en jouant contre l'OM. Ça n'a pas été le cas, donc félicitations à Angers qui a produit un jeu assez impressionnant. Dont Bouffal qui a fait des merveilles revenant de la CAN, qui s'est mis dans le bain automatiquement. Et après, c'est vrai que l'ambiance était assez incroyable au Vélodrome. Et tu parlais de Guendouzi, Payet est sorti, parce que comme tu le dis, il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Le brassard est passé sur l'épaule et sur le bras de Matteo Guendouzi. Ça fait 6 mois à peine qu'il est là et on le met titulaire. Mehdi, je te vois rigoler. Mehdi, on en avait parlé au début de la saison de Matteo Guendouzi que tu décriais et que tu trouvais trop jeune, trop spontané, trop agressif sur le terrain, trop en dents de scie. Aujourd'hui, c'est l'élément clé et l'élément moteur du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Le truc, non mais ça c'est vrai au milieu de terrain et le truc c'est que c'était pas du tout son niveau technique parce qu'il est plutôt pas mauvais, c'est pas un mauvais milieu de terrain, c'est même plutôt, il fait plutôt partie du haut du panier en France. Le truc en fait c'est que c'est son caractère qu'on avait du mal à canaliser jusque-là, partout où il est passé, que ce soit Lorient, que ce soit Arsenal. Et donc, pour l'instant, il est tombé sur un entraîneur, ou en tous les cas un environnement qui arrive à canaliser ce caractère, pourvu que ça dure et pourvu qu'il ait pris du plomb dans la tête, parce que pour l'instant, c'était ça qui le pénalisait. Ça l'avait aussi pénalisé au Hertha Berlin. Ludo en sait quelque chose. Donc c'est pour l'instant c'était ça qui montrait, c'est-à-dire une incapacité à gérer ses émotions et de temps en temps, même pas de temps en temps, quasi à chaque fois, à se braquer avec son entraîneur ou en tous les cas avec le staff technique plus largement. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Est-ce que c'est Sampaoli qui arrive à le canaliser? Est-ce que c'est Longoria? Est-ce que c'est autre chose, quelqu'un d'autre encore? Je sais pas, mais en tous les cas, pour l'instant, ça marche. Donc, bravo. Non, ce qui m'a fait sourire, c'est le brassard de capitaine à Guendouzi qui a 6 mois de club. Ça me fait sourire. Mais
c'est juste comme Sur ça, le après. papier, qui est-ce que tu aurais mis parce que Ouais, c'est ça la question. en vrai, enfin, il y a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde à mettre. Ouais, Lenny. Parce que si je dis pas de bêtises, la hiérarchie sur les capitaines, on est sur Payet numéro 1, Camara numéro 2, Alvaro était censé être le numéro 3 et en fait c'est Guendouzi qui reprend Alvaro. Alvaro je pense qu'il ne jouera pas jusqu'à la fin de saison, Il à était part si on a poussé une vers la blessure ou sortie, quoi que ce ouais, soit. exactement. Ouais, je pense qu'il y a une coupure, Et ce qui est Camara dommage était parce que sorti. Et Camara était sorti. Donc Ouais. après, tu pourrais le donner à Milik pour le récompenser sur les 10 dernières minutes de match. Mais pareil, c'est pas, pour moi, c'est pas quelqu'un qui harangue son équipe, alors qu'un Guendouzi, je trouve qu'il méritait dans le côté. Il restait 15 minutes de jeu. T'avais déjà retiré pas mal de personnes. Ouais, Et c'est un voilà, signe. Moi, je trouve après, que c'est un signe fort et positif pour lui pour l'avenir. que Pour l'avenir. Ouais. que de lui Ouais, donner le pourquoi brassard. pas. Il n'y a C'est pas de bien, joueur c'est avec bien. plus d'ancienneté dans l'équipe à ce moment-là. Il y Parce que avait tu prends Valentin l'exemple du Real. Rongier. Alors, il y avait Valentin Ouais, Rongier, il y avait Rongier. Balerdi. Et sinon, hormis Milik, non, effectivement, c'était les seuls qui pouvaient reprendre le brassard. Mais même avec plus d'ancienneté, moi, je l'aurais laissé à Guendouzi automatiquement aussi. Donc, pour moi, Ok, ok. c'est pas une surprise, on va dire. Ouais. Avec cette victoire, l'Olympique de Marseille remonte à la seconde place du classement parce que l'OGC Nice s'est cassé les dents face à Clermont. Et qu'est-ce qu'il y a, Mehdi? Bah, ça, c'est pareil. Ça, Défaite c'est surprise. pareil que Milan Spezia, tu vois, ou des C'est trucs comme des ça. défaites. Il y a que le foot qui peut t'amener Ouais, ça, quoi. tout à fait. C'est magnifique. Défaite complètement surprise pour l'OGC Nice et les hommes de Christophe Galtier. Et hier soir, très beau match. Pardon, tout va bien. Hier soir, très beau match entre le LOSC et le Paris Saint-Germain pour clôturer cette journée. Paris, on a placé 5 à Lille, dont des bijoux, notamment celui de Kylian Mbappé. Honnêtement, il est très très beau. Et un but de Lionel Messi. Lionel Messi. Exactement, Kevin. le champion est là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Paris récupère sa couronne. Passation de pouvoir hier soir à Villeneuve-d'Ascq. Avec la manière. Avec la manière, on a réglé une anomalie. Non, toute proportion gardée, c'était un superbe match. Il faut quand même souligner les 2 erreurs du gardien lillois et croate. Tout à fait. Grbić qui se plante sur un centre qui était vraiment à la base inoffensif de Nuno Mendes, auteur d'un superbe match. Il relâche le ballon et puis Danilo, en renard des surfaces, surgit de nulle part. J'aimerais juste rebondir sur cette action, parce que le but arrive très rapidement dans le match. L'erreur est complètement bête, malheureusement, du gardien, même si ça arrive. Qu'est-ce que fait Danilo Pereira dans cette position de renard des surfaces aussitôt dans le match? En fait, c'est très simple. Danilo, ce que lui a demandé Pochettino, tout comme à Verratti, c'est de se retrouver en relayeur, en numéro 8. Messi étant faux neuf, on connaît tous un peu la propension de Léo Messi à se cacher un peu en début de match. C'était sûr qu'il ne serait pas dans cette zone-là. Donc, Danilo s'est retrouvé à plonger parce que Messi était certainement en train de se balader le long de la ligne de touche, à signer peut-être des autographes au jardinier, je ne sais pas. mais en tout cas, voilà, Danilo a suivi l'action et bien lui en a pris parce que final, il score un but puis il est auteur d'un doublé en seconde période. Donc, ça reste un doublé. Ça reste un doublé parce qu'effectivement, il faut pouvoir provoquer de la réussite. On a Messi qui, sur la même action, en fait, tente une frappe, mais finalement pas avec suffisamment de détermination. Et Danilo, derrière, balance une mine qui est légèrement déviée et ça fait but. Donc, j'ai tendance à dire, voilà, il a eu ce courage de tenter. Puis on voit qu'en ce moment, pour les milieux de terrain du Paris Saint-Germain, quand on prend sa chance, ça finit souvent au fond des filets. Donc, après le doublé de Verratti lors de la journée précédente, on a un doublé de Danilo Pereira. C'est de bon augure pour la suite. On a effectivement vu Messi marquer. Il aurait pu mettre un doublé sur un coup franc. Il finit encore une fois sur la barre transversale. Donc Messi monte tranquillement en puissance. On l'attend surtout sur le match du Real Madrid. On ne va pas s'alarmer. Il est qu'à combien de buts en Ligue 1 ? 2 buts, c'est ça ? Exactement. Contre Nantes et contre le LOSC, du coup, le deuxième.
J'ai vu qu'il avait rejoint au nombre de buts marqués en Ligue 1 dans toute sa carrière Adil Rami. Oh, c'est beau. C'est bien. De légende. C'est beau. Il y en a un qui est champion du monde, je dirais pas lequel. Voilà, c'est ça. Il y en a un autre qui a 6 ballons d'or, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai, mais le foot était un les ballons d'or, c'est des collectif. pichichi, hein. C'est des trophées de pichichi, donc c'est pas, ça veut rien dire. C'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, je pense que pour Messi, on fera le bilan en fin de saison, parce que bon, pour l'instant, on n'a encore que début février, on a encore le temps de voir des choses. Mais c'est vrai que pour ce qu'on voit pour l'instant, concernant Messi en Ligue 1, moi en tout cas, ça 23e journée. Non mais il fallait qu'il s'adapte. Non mais février, c'est pas le début de saison. L'adaptabilité. C'est le début de saison. Mais dans le jeu, parfois, ça fait peur. Moi, je te confirme. Je pète même les plombs. Enfin, heureusement que je ne vais pas le voir au stade. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'avec le temps, Messi va peut-être commencer à trouver les bons espaces. Le retour de Neymar va aussi pas mal aider. Parce qu'on a l'impression que Messi trouve des passes impossibles. Parce qu'en deuxième mi-temps, il me semble qu'il fait une passe à Hakimi. Incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu le match. Et Hakimi croise sa frappe, c'est pas ça? Je sais plus ce qu'il fait, mais en tout cas, l'angle de la passe de Messi, personne ne la voyait. Moi, de la télé, je l'ai pas vu. J'aurais joué à FIFA, j'aurais pas vu cette passe. Et quand je l'ai vu, j'ai fait OK. C'est le meilleur du monde. Et est-ce que pour toi, le match contre Lille est de bon augure en préparant de la Ligue des Champions? Pour moi, oui, parce qu'effectivement, Lille, ça reste une équipe qui est aussi dans le top 16 européen, qualifiée pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. On a annoncé ça comme un choc. Après l'élimination en Coupe de France, le PSG était au pied du mur. Il fallait absolument faire un résultat. On n'a pas la pression au niveau comptable concernant la Ligue 1, mais on se dit, voilà, face à une équipe qui fait partie des prétendants, en tout cas pour l'instant, au niveau de la Coupe d'Europe, sortir une grosse prestation, c'est la meilleure préparation pour la suite. Parce que t'aimerais que Paris joue comme ça? La compo, la tactique contre le Real? J'ai trouvé ça intéressant. Même dans le repli défensif. On a vu que Paris se replaçait aussi assez rapidement pour tous se retrouver face au ballon en phase défensive. On a vu Mbappé qui, notamment à la fin du match, a envoyé un petit taquet gentil à Pochettino en disant que finalement la meilleure position de Messi, c'est peut-être en faux neuf. Parce que il a plus ses jambes de 20 ans. Il ne va pas lui demander de couvrir un côté ou quoi que ce soit. Donc, pour l'équilibre de l'équipe, je pense qu'effectivement, le placer en faux neuf, ça peut être la meilleure solution parce qu'ensuite, Kylian, lui, peut très bien refaire les efforts pour se placer sur un côté. Pareil pour Di Maria. Bon, on ne sait pas s'il sera apte ou pas parce que j'ai pas eu une nouvelle ce matin. Mais en tout cas, non, c'était une très, très, très bonne préparation pour le Paris Saint-Germain. Contre le Real, je pense que ça va être ouvert. Ça se jouera clairement sur 2 matchs. Il faudra essayer de prendre de l'avance sur le match aller. S'il y a la possibilité de faire mal au Real, leur mettre un tarif, c'est la semaine de la Saint-Valentin. On a des très bons souvenirs du 14 février. Ouais, que le message passe. Attention, parce que le match retour du 14 février était vraiment difficile. Vous êtes coutumier aussi des remontadas. Donc, mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est bien quand même que Mbappé c'est bon signe ce qu'il a dit sur Messi, parce que ça veut dire qu'il y a au moins une personne au Paris Saint-Germain qui a regardé le football européen ces 5 dernières années. Donc ça c'est bien, parce qu'a priori le coach l'avait pas fait. Il n'avait pas regardé un seul match de Barcelone ces 5 dernières années. Et c'est pour ça qu'il le mettait ailier droit, parce qu'il s'est dit, c'est comme ça qu'il a commencé en 1997. Donc voilà. Donc c'est bien, c'est rassurant. C'est rassurant sur les trucs. Moi, j'ai lu des choses et écouté aussi des choses sur Paris Saint-Germain-Lille. Et ce que j'en ai retiré, c'est que les gens disent que c'est une prestation de 11 joueurs individuels hier. Qui a été faite, 11 joueurs qui se sont mis au niveau, mais pas du tout une prestation collective. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je dirais pas que c'est pareil aux individualités, dans le sens où effectivement, on ne peut pas dissocier l'ampleur du résultat avec les 2 boulettes du gardien lillois, parce que finalement, quand Lille se remet à l'endroit sur un éclair de Ben Arfa, on a à nouveau une deuxième erreur sur un corner. Kimpembe qui marque. Ensuite, on a Messi qui a effectivement de la chance. Le ballon lui revient dessus pour le but du 3-1. Et puis après, voilà, c'est 2 buts qui arrivent, dont justement un bijou de Mbappé. Mais j'ai trouvé qu'au contraire, dans le jeu,
Paris, quand même, a su gérer ses temps forts et ses temps faibles. Et j'ai quand même eu l'impression que collectivement, il y avait quand même quelque chose dans le sens qu'on n'a plus eu cette démarcation, entre guillemets, entre le bloc défensif et la partie offensive. C'est-à-dire qu'en fait, Verratti ne s'est plus retrouvé tout seul au milieu de terrain. On l'a vu parfois par séquence contre Nice où Verratti a le ballon et il n'y a aucun mouvement autour. Là, cette fois-ci, on a vu un mec comme Danilo Pereira faire des efforts et pourtant on sait que c'est pas le plus rapide. Il a fait des efforts pour revenir défensivement, il a aussi fait des efforts pour remonter aussi, pour essayer d'apporter du surnombre. Et notamment le retour d'Hakimi a apporté, en fait, je pense, le plus peut-être qui manquait au Paris Saint-Germain, c'est que sur les deux côtés, les deux latéraux, on a vraiment retrouvé plus de mouvements. Pendant son départ à la Coupe d'Afrique des Nations, le côté droit était un peu délaissé, un peu orphelin. Et là, c'est de bon augure pour la suite, parce qu'on a retrouvé un meilleur équilibre. Parce qu'Hakimi, Messi, ou parfois qui va essayer de lancer Hakimi sur le côté, ça offre de la variété au Paris Saint-Germain. Messi est très libre dans cette position axiale, il a la possibilité de se balader un peu partout. Mbappé, sur le côté, peut prendre l'axe. Maintenant, effectivement, ce PSG-là, avec les éléments qu'il possède, n'a pas forcément besoin d'avoir un œuf de fixation. Donc reste à voir quelle sera l'animation. L'ironie de l'histoire, quand même, c'est peut-être que Pochettino s'est tourné les pouces toute la saison pour briller le jour des examens, parce qu'au Paris Saint-Germain, il n'y a que 7 matchs qui comptent dans l'année, et c'est souvent qu'en Ligue des Champions qu'on paye les factures. Et c'est beau, c'est beau. On verra. Bravo, on verra. Réponse dans un mois, dans moins d'un mois. Ouais. J'attends la surprise du Paris Saint-Germain. Parce qu'effectivement, l'an dernier, les meilleurs matchs de Pochettino, c'était la double confrontation contre le Barça. Contre le Bayern, effectivement, on a une chance monumentale, mais la chance, il faut savoir la provoquer. Et je pense que Pochettino, c'est un entraîneur de petits coups comme ça. C'est pas quelqu'un de dogmatique, c'est pas quelqu'un qui va imposer sa façon de jouer à son adversaire, c'est quelqu'un qui va peut-être effectivement s'adapter. Sur les grands matchs, il sait que les joueurs sont motivés, parce que le Paris Saint-Germain, c'est pas la Ligue 1, entre guillemets, qui va les motiver au quotidien. Bien sûr qu'il va falloir remplir sa part du contrat et maintenir l'hégémonie nationale. Mais quand on arrive sur les grandes confrontations en Champions League, les gars se mettent au niveau parce qu'ils savent que voilà, en phase 2, ils vont avoir des clients. Quand il y a le Bayern en face, quand il y a la fameuse vidéo de Müller l'année dernière, je pense que ça les a bien piqués et ils se sont dit, voilà, rentrer dans le lard. Et puis en plus, on a perdu la finale l'année dernière, donc il n'y a pas moyen que ça passe. Et pareil, de la même façon, quand ils ont joué à Dortmund, je pense que c'est peut-être la seule fois, ou la dernière fois que Paris en Ligue des Champions a pris un match un peu par-dessus la jambe, où on les a vus peut-être avoir ce complexe de supériorité, se faire bousculer devant le mur jaune. J'ai oublié le nom du Signal Iduna Park. Signal Iduna Park, exactement. Et là, pour le coup, au retour, les mecs se sont remobilisés. Et je pense que sur les matchs à élimination directe, le Paris Saint-Germain, c'est peut-être les seules rencontres où on les voit vraiment au très très haut niveau. Cette année, une fois n'est pas coutume, on n'a pas de blessure. Du moins, Neymar n'est pas complètement revenu, mais pour le moment, on n'a pas de blessure. On attend le compte-rendu concernant Di Maria. On a 2 gardiens de très très haut niveau. J'ai ma petite préférence quand même pour Donnarumma. Mais ça va être aussi un choix qui aura son importance, parce qu'effectivement, si Pochettino ne tranche pas entre Navas et Donnarumma, ça pourra peut-être poser des problèmes dans la façon de défendre. Oui, c'est vrai que c'est jamais très bon signe de ne pas trancher. Généralement, dès le début de la saison, là, on ne sait toujours pas qui est numéro 1, qui est numéro 2, mais c'est un choix important. Et il y a 2 très, très bons gardiens, effectivement, comme tu le dis, au Paris Saint-Germain. Messieurs, on va avancer, parce que le temps tourne, et Ludo va nous quitter, malheureusement. Mais vous allez le revoir très rapidement. J'aurais adoré débattre avec Mehdi du premier but de notre Zakaria national. Ce sera pour une autre fois. Félicitations encore à Milan. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un débrief de Ligue des Champions. Alors, pas la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, c'est la trêve. Pour la 93e en tout cas. Mais effectivement, la semaine d'après. La trêve de la Saint-Valentin. Tout à fait. Les Canards sont de sortie. D'ailleurs, il y a Jeff qui vient nous parler de la Première Ligue le 21. Absolument. Une belle page. Donc, ne ratez pas ça. Messieurs. Merci Ludo pour ton passage. Pour votre temps. Bonne soirée. Ciao Ludo. Ciao Ludo. Du coup, transition toute trouvée de Ludo, juste avant de partir. La Serie A, premier but de Denis Zakaria pour la Juve, premier but de Vlahovic
après aussi quelques minutes pour la Juve aussi. Comme quoi, la Juve sait faire des transferts, en tout cas pour les premiers matchs, à voir comment ça va. Mais j'ai trouvé la Juve, on parlera du derby de Milan juste après, mais la Juve assez intéressante sur ce match. Ouais, absolument. Ragaillardi, c'est sûr que ce qui leur manquait, c'était un vrai neuf. Hein. Ils oscillaient entre. Enfin, Morata, c'est Morata, on le connaît. Hein. C'est quand même un des mecs avec Timo Werner les moins décisifs, je pense, devant les cages en tête à tête. Hein. C'est quand même un des gars. Je l'aime bien, hein, Morata, parce qu'il court partout. En tous les cas, il n'est pas avare d'efforts, mais il est quand même très maladroit devant les cages. Et je pense pas que ce soit un problème technique, parce que je pense que techniquement il est fort. Je pense que c'est vraiment dans la tête. Le problème, c'est comme Timo Werner. Hein. Je pense pas que ce soit un problème technique. Mais c'est des joueurs qui n'arrivent pas à se mettre à ce niveau-là. Et là, effectivement, la Juve a identifié ce problème, a craqué vraiment le portefeuille pour 75 millions. Le PEL pour 75 millions pour Vlahovic. Bon, Zakaria, c'était pas du tout les mêmes prix, hein. On en est loin. Donc voilà, mais non, en tous les cas, c'est clair que directement, Vlahovic a donné plus de... En fait, et un point de fixation et de la profondeur. Et c'est ça qui l'amène, Vlahovic, un petit peu comme Ibra à la grande époque. Hein. C'était vraiment ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, et physiquement, arrive à s'imposer, à garder la balle de haut but, être un point d'appui, faire des déviations, parce qu'en plus, il a une très très bonne qualité technique. Et en plus, offrir de la profondeur. Et le but qui marque à la 12e ou 13e minute. Grosse projection. C'est celui-là. Ouais, absolument. Grosse projection. Et devant le but, contrairement à Morata, une précision technique qui est assez impressionnante. Parce que premier but, à la Juve, il y a de la pression. Bam, il fait un petit lob. Alors, est-ce que ce sera suivi d'autres buts, hein? Parce que moi, j'ai connu Piatek, par exemple, qui est arrivé au Milan, qui a tout pété pendant 6 matchs. Et derrière, c'est devenu un fantôme. Donc on verra, on va voir, mais Vlahovic, j'y crois un peu plus. Il y a beaucoup plus de qualité. Donc c'est plutôt pas mal. La Juve avait trouvé une assise défensive depuis pas mal de temps. Ils avaient fait pas mal de clean sheet d'affilée, ils avaient plus perdu, ou alors ils avaient fait des matchs nuls contre nous, par exemple, mais sans prendre de but, parce qu'on avait fait 0-0. Donc voilà, donc c'était plutôt pas mal. Et là maintenant, ils sont peut-être en train de se trouver une attaque avec Dybala Vlahovic qui a plutôt bien fonctionné hier. Hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, ou si vous avez vu les matchs, mais l'association Dybala Vlahovic a été plutôt bonne. Donc c'est de bon augure pour la suite. Ok, très bien. Autre match. Alors. Ouais, autre match, juste un petit flashback, parce que forcément, s'il y a la Juve qui rit en ce moment, il y a aussi la Fiorentina qui est orpheline de Vlahovic et qui a pris 3-0 à la Lazio. Un très beau match de la Lazio d'ailleurs. Franchement, la Lazio est en train de bien revenir. Enfin, quand je dis bien revenir, c'est juste fait des bons matchs ces derniers temps. Mais au niveau du classement, ils sont encore assez décrochés, plutôt 8e ou 9e. Donc voilà, donc c'est pas encore fantastique. Mais là, hier, la Lazio, le 6e, pardon, mais ils sont à égalité avec la Roma et à 3 points de la Fiorentina qui est 8e. Et c'est vrai que la Lazio a fait un très très beau match, très bien maîtrisé et tout. Franchement, Immobilier a fait un super match. Et derrière, c'était vraiment bien. Milinkovic-Savic, toujours aussi à très haut niveau. Je pense pas qu'il reste cette année à la Lazio en fin de saison. Et c'était juste pour dire que la Fiorentina va être obligée de se réinventer avec Italiano une façon de jouer, parce que là, sans Vlahovic, ça complique beaucoup les choses. Ils ont fait 2-3 recrutements devant, mais c'est pas du même niveau. Forcément. Très compliqué. Et puis enfin, c'est compliqué d'être au niveau d'un mec que tu vends 70 millions quand même. Absolument. Ouais, Lenny. Et surtout, c'est la deuxième année de suite où ils perdent beaucoup de joueurs. Enfin, on va dire qu'ils perdent des talents et qu'ils gagnent de l'argent pour réinvestir. Mais je crois que sur 2 saisons, ils ont engrangé déjà 180 millions, je crois, non avec tous les transferts qu'ils ont fait. C'est pas mal pour reconstruire une équipe. Il y a Chiesa qui est parti aussi de la Fiorentina à l'Aio. D'ailleurs, juste pour vous dire à quel point le football est imprégné en Italie, je ne sais pas si vous vous souvenez de Matteo Renzi, qui est l'ancien président du Conseil, donc l'équivalent du Premier ministre en France ou en Angleterre, et qui donc est florentin, a été maire de Florence avant d'être Premier ministre, et on l'interroge
sur la politique générale. Alors maintenant, il est député, il fait plus, ou il est sénateur, je sais plus, mais en tous les cas, il est plus président du Conseil. Et il dit, mais non, mais donc il répond à un journaliste politique en disant, mais la vraie actualité, c'est le départ de Vlahovic à la Juve. Ils vont tous les vendre à la Juve. La Fiorentina va tous les vendre à la Juve. C'est inadmissible. Et il gueule ça comme ça en interview, tu vois, et il s'arrache. Il est dégoûté, le gars. C'est pas en France que tu verras ça. Non, c'est pas en France que tu vas voir ça. Mais donc, effectivement, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis. Mais oui. Alors après, tu sais qu'ils ont un propriétaire qui est plutôt ambitieux. Comiso, il est ambitieux, c'est un Italo-américain et qui va réinvestir. Je pense qu'il va réinvestir, mais bon, c'est pas non plus l'Inter ou la Juve, donc il n'a pas les mêmes moyens non plus, mais c'est pas bon. Et puis enfin, bon bah voilà, forcément il y avait le derby de la Madonnina qui était un vrai match à 6 points, dirait Roland Courbis. Pourquoi ? Parce que c'était soit c'était fini pour Milan, soit en fait ça relançait complètement le championnat d'Italie. Donc, ou alors c'était statu quo s'il y avait un match nul, le match nul arrangeait vraiment personne en fait. Donc non, ça a permis à Milan de revenir à 1 point donc de l'Inter au classement. Alors l'Inter a quand même un match en retard. Ils ont un match en retard à jouer. Bon, un match en retard, c'est un match en retard. C'est pas 3 points, c'est un match en retard. Il faut le jouer. Et surtout, il faut voir comment est-ce qu'il sera placé par rapport à la Ligue des Champions parce que l'Inter a la Ligue des Champions aussi. Donc ça peut jouer ça aussi. Le match en retard, Mehdi, contre qui ? Est-ce que tu sais ou pas du tout ? Il me semble que c'est Bologne, mais je ne suis pas sûr, très honnêtement. Donc voilà, donc c'est pas non plus une grosse équipe, c'est pas un gros choc, mais en tous les cas voilà. Et puis donc le match, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le regarder, mais c'était un très beau match. Franchement, c'était un vrai match très très sympa. Et très honnêtement, il faut dire la vérité. En première mi-temps, il n'y a pas photo. L'Inter marche sur le Milan sans aucune vergogne. Très honnêtement, ils étaient très au-dessus. Brozovic a fait une masterclass. Je ne sais pas si vous avez regardé la première mi-temps, mais Brozovic, pour moi, c'est le meilleur milieu d'Italie. Je le dis quasi chaque semaine, malheureusement. Mais il a fait une masterclass en première mi-temps, mais c'était incroyable, quoi. Les milieux du Milan qui sont un de nos points forts, vraiment. Kessié, Benasser, Tonali, tout ça, c'est vraiment un de nos points forts. Tu avais l'impression que c'était des enfants face à lui, vraiment. Mais bon, peu importe. On s'est fait marcher dessus. Il y a juste eu une vraie grosse réaction de Tonali, justement, une frappe à l'extérieur de la surface de réparation quand Danovic fait un arrêt magnifique aussi sur cette frappe-là. Donc voilà, donc c'était un beau duel de gardiens. Et puis celui qui a été déterminé en première mi-temps, clairement, et qui a été pour moi l'homme du match, au-delà de Olivier Giroud, c'est Mike Maignan. Parce que Mike Maignan, en fait, il nous laisse dans le match. Ok, on prend le but sur corner, bien sûr, un plat du pied de Perisic, mais Mike Maignan fait 3 arrêts déterminants, dont une sortie bizarre, mais qui a fonctionné. Et derrière, il fait un arrêt sur une frappe de Dzeko, sur la même action, en fait. Donc, une sortie où il va tacler dans les pieds de Hakan Çalhanoğlu. Il récupère la balle, bref, il se fait contrer, il revient dans ses cages, ça décale sur Dzeko, Dzeko frappe et il arrête. Donc, vraiment, il a été ultra déterminant. Il a laissé Milan dans le match. Et en deuxième mi-temps, il a été très très solide, toujours. C'est Mike Maignan, vous le connaissez, vous qui suivez la Ligue 1, très très serein. Il transmet énormément de confiance à la défense. À Milan, ils sont amoureux de lui, Maldini et tous les joueurs sont amoureux de Maignan, vraiment. C'est le boss, quoi. C'est incroyable. Et donc, c'est là où tu vois que moi, ce que je trouve incroyable avec Mike Maignan, c'est qu'il a fait paraître le départ de Donnarumma comme un non-événement à Milan, en fait. Et ça c'est incroyable parce que Donnarumma en fait a été élu quasi meilleur gardien du monde en étant le premier gardien du Ballon d'Or, en étant meilleur gardien de l'Euro, meilleur gardien du monde l'année dernière. Et il est remplacé par un gardien. Donc tu penses que ça va être une catastrophe. En plus, on a perdu Mehdi. On a perdu Mehdi, mais tout va bien. Vous m'entendez ou pas ? On t'entend. C'est vrai, ça y est. Tout va bien. Très bien, excusez-moi. Donc tu nous disais que ça allait être une catastrophe. Ouais, ça allait être une catastrophe et finalement Mike Maignan en fait est à nouveau un des très très gros points forts. Enfin le goal le poste de goal est un des très très gros points forts de Milan en fait. Donc comme l'année dernière et comme les années d'avant. Donc ça c'est assez incroyable. Et puis ensuite l'irrationnel, l'incroyable. Pioli fait des changements, fait rentrer Brahim Diaz.
Et c'est vraiment le changement. Et Kessié aussi qui sort, qui est cramé depuis la Coupe d'Afrique. Bon, enfin, il a fait 2 matchs, mais il est pas très bon. Et effectivement, les changements au milieu de terrain changent vraiment la physionomie du match. Et en particulier Brahim Diaz. Brahim Diaz qui empêche Brozovic d'avoir une influence sur le jeu en jouant trop haut, parce qu'en fait, il joue dans le camp et il l'agresse. Et Brozovic est obligé de descendre. Et tout d'un coup, le jeu de l'Inter est un petit peu déréglé. En plus, Hakan Çalhanoğlu, qui malheureusement faisait un très très bon match, sort aussi. Et en fait, entre Inzaghi qui se trompe dans ses changements et Pioli qui réussit les siens, en fait, la dynamique du match a commencé à changer. Milan a gardé la balle, vraiment. Ça a commencé à aller à la 60e minute, au changement en fait. Et puis est arrivé l'irrationnel, hein, parce que très clairement, Giroud, depuis 60 minutes, tu savais pas ce qu'il faisait là. Hein. Enfin, il faisait ce qu'il pouvait, quoi. Il faisait un peu du Giroud. Et puis, il récupère une balle sur Alexis. Alors, bien sûr, les interistes disent qu'il y a faute. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez vu l'action ou pas? Moi, je pense qu'il n'y a pas corner. Je pense qu'il y avait faute après. Ok. Après, je peux comprendre, mais la VAR a analysé l'image et a déclaré à la fin du match qu'il ne voyait pas de raison d'intervenir, parce que si l'arbitre avait considéré que c'était pas une faute, vu que Giroud touche la balle en premier, après effectivement tamponne fortement Alexis, mais je veux dire avec son corps, quoi. C'est pas. D'abord il touche la balle et il la dégage. Il l'envoie vers le joueur milanais, et ensuite il déglingue Alexis. Ça c'est vrai. Donc, après, on est sur une erreur manifeste pour que la VAR intervienne sur un but. Et c'est exactement ça. Donc la VAR a considéré que ce n'était pas une erreur manifeste, que l'arbitre avait le droit de considérer qu'il n'y avait pas faute dans ce cas-là, en fait. C'était un peu arbitré à un style Première Ligue, quoi. Absolument, tout à fait. Pour une fois, c'était bien. Moi, j'ai regardé ce match. Ce match et franchement, j'étais très très surpris par Olivier Giroud, parce que comme tu dis, le mec était inexistant. Je me suis dit ils vont le sortir, et en fait c'est lui qui, comme avec l'équipe de France quand il était appelé, mais pareil même avec Arsenal, il y a un moment où il était il était toujours remplaçant, et boum, le mec il arrive, il marque. Chelsea pareil. Je pense que on a encore une saison. Allez, je lui donne encore une saison au Milan, mais je pense que ça va être toujours un gars qui va sauver les meubles, et il aura ses stats à la fin du match, hein, à la fin du spectacle, hein. C'est là comme ça qu'on paye les gens. Là, il sera bien payé, parce qu'à chaque fois il a des stats de karting, certes, mais il a ses stats qui sont là. Mais en tout cas, moi c'est un joueur que j'apprécie pas du tout, Team Benzema à fond, mais par contre le mec répond sur le terrain, et puis c'est bien pour le Milan. Un truc qu'on peut pas enlever à Olivier Giroud, je te coupe Lenny, c'est son envie en fait, son abnégation. Le mec, comme vous dites, il fait rien pendant 80 minutes, il plante un doublé. Il est décrié partout où il passe pour son style de jeu. Quand même, il a beaucoup de haters, comme tu disais, Lenny, beaucoup en France. Et quand on voit d'autres attaquants qui sont beaucoup plus beaux à avoir joué, plus efficaces peut-être, plus rapides, plus techniques, forcément, quand tu vois Giroud, t'as pas forcément envie de le prendre dans ton équipe. Mais au final, les résultats sont là. Kevin, il a été champion avec Montpellier. Parce que pour moi, c'est vrai qu'effectivement, il n'a pas un style, entre guillemets, académique, dans le sens où il est très grand, très costaud. Mais je trouve quand même que dans sa palette, surtout quand on regarde le deuxième but, techniquement, l'exécution est parfaite. Il n'y a rien à dire. Je n'ai pas cité le but qu'il a mis l'an dernier contre l'Atlético avec Chelsea. Des buts de venus d'ailleurs, il en met plusieurs. Et aujourd'hui, moi, je suis pas surpris de le voir à ce niveau-là. J'aimerais quand même faire aussi une mention spéciale à Mike Maignan, encore un titre du Paris Saint-Germain qui brille ailleurs. Exactement. Et c'est justement ça. Si on revient sur le débat qu'on a eu par rapport au contrat de 5 ans, si Mike Maignan avait un contrat de 5 ans, il aurait pu rester bloqué au Paris Saint-Germain au fin fond de la réserve et ne jamais avoir cette chance au plus haut niveau, parce qu'effectivement, il avait un contrat court, il a pu être prêté au LOSC, et ensuite du LOSC, prêté puis acheté au LOSC. Et c'est ce qui a fait qu'il a eu la carrière qu'il a eu actuellement, parce que il faut, je pense, plus qu'autre chose, permettre vraiment aux joueurs de jouer tout simplement. Peut-être qu'on arrivera à un mode hybride, entre guillemets, type espagnol, où justement les équipes réserves peuvent jouer en deuxième division. Je suis pas forcément pour ce système-là, parce qu'effectivement, ça tue un peu le foot amateur.
qu'on on a certains clubs qui vivent aussi de cela, hein, être au niveau national ou au niveau Ligue 2, ça permet quand même de faire vivre une petite économie locale. Si on regroupe tout, entre guillemets, au niveau de 2-3 grosses places du football français, ce serait un peu dommage. Mais je m'éparpille, on va revenir un peu en Italie. Mehdi, vas-y. En tous les cas, Giroud, à Milan, il n'est pas décrié. Il est fait pour jouer normalement 70 minutes, être remplacé par Ibra pendant 20 minutes et ensuite le match suivant, Ibra joue 70 minutes et lui rentre 20 minutes. En fait, il n'y a pas de hiérarchie entre Ibra et Giroud. Il a été recruté parce qu'il a à peu près le même style de jeu, c'est-à-dire un gros appui, dos au but, avec des déviations, parce que ça, il sait très bien le faire, un pivot, pour des ailiers type Leao, Rebic, et puis, malheureusement, Saelemaekers et Messias à droite. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on l'a recruté, parce qu'en fait, Ibra n'avait pas vraiment de remplaçant. Et donc, ils ont préféré avoir deux numéros 1 bis qui se remplacent, parce que Ibra a 41 ans et ne peut pas de toute façon enchaîner les matchs de 90 minutes les uns derrière les autres, c'est impossible. Donc c'est un peu ça. Et à Milan, il est très aimé pour son professionnalisme. Et oui, alors il en est à 6 buts, c'est pas complètement fou. Mais le mec est super carré, il est là tout le temps, voilà. Bon, même quand il est blessé, il joue. Enfin, c'est pas mal. Après, là, il a surperformé clairement. Hein. Attention, ce qu'il a fait, le doublé contre l'Inter, ce contrôle-là, vous savez que j'ai revu exactement le même but. Il a mis exactement le même but contre Liverpool il y a 6 ans avec Arsenal, mais exactement le même. Hein. C'est la copie conforme. Donc c'est un geste qu'il maîtrise et qu'il a déjà fait. Et d'ailleurs, De Vrij, il se fait mais enrhumé, mais quelque chose de sévère. Hein. Pourtant, c'est Giroud. Hein. Comme on dit, la vivacité, c'est quand même pas son truc. Hein. Mais le contrôle orienté est magnifique, quoi, derrière la jambe. Bravo. Donc voilà, en tous les cas, ça a relancé le championnat d'Italie. Le Napoli a gagné aussi. Ce fait que le Napoli est revenu aussi deuxième, mais à égalité de points avec le Milan. C'est juste une différence particulière en Italie. Donc voilà, tout est relancé. C'est très très bien. Voilà, tout est relancé. Les gros perdants de la soirée, c'est l'Atalanta qui perd 2-0 et contre une équipe d'ailleurs dont ils auraient dû disposer aisément. Et en l'occurrence, eux, ils perdent vraiment 3 points et ils voient la Juve passer devant. Vraiment, même passer devant, redevenir 4e et ils perdent 2 points. Alors ils ont un match en retard aussi, l'Atalanta, c'est la même chose. Potentiellement, ils peuvent redevenir 4e. Mais eux, ils ont perdu gros hier. Contre Cagliari hâte de voir la fin de cette Serie A, parce que justement, avec la Juve qui revient en force et les 3 équipes qui sont devant, qui ont un rythme complètement fou. Seulement le deuxième match perdu pour l'Inter. Ce week-end, donc c'est assez incroyable aussi devant en Italie, donc hâte de voir la fin du championnat. On va avancer très rapidement et on va passer sur la Liga. Il n'y a pas eu de première ligue, donc pas de première ligue, en tout cas pas de championnat, il y a eu de la Cup. Liga très rapidement, avec le gros choc entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Pour être tout à fait honnête avec vous, début de match, si j'avais eu 100 € dans ma poche, j'aurais mis 100 € sur l'Atlético. Comme vous le savez, la 93e dans les paris sportifs, on n'y est pas du tout. Le Barça qui a joué de manière incroyable. Lenny qui t'a surpris, tu le disais, 4-2 pour le Barça sur ce choc face à l'Atlético. Exact. Moi, je me suis intéressé à ce match parce que je me suis dit, Adama Traoré, Aubameyang, ça envoie un beau petit message. Tu fais venir des joueurs qui sont peut-être pas en adéquation avec leur coach actuel, donc peut-être les relancer. Et franchement, ça a marché. Après, Aubameyang, il n'a pas touché trop de ballons. Il est rentré, je crois, qu'à la 62 3e. J'ai une petite musique. Tout va bien. Il est rentré, je crois, à la 62e ou 63e, à la place d'ailleurs de notre ami Adama Traoré, qui a fait un très très bon match, même si je pense que défensivement ça peut être compliqué pour le Barça, parce que technique rapide, mais défensivement je trouve qu'il est un peu trop brut. Après, on voit la carcasse du mec, mais je trouve qu'il est un peu trop brut, donc je pense qu'en Espagne il faut qu'il se réadapte. Là il a un jeu plus Première Ligue et il y va jouer un peu plus des coudes et des épaules, et je pense qu'en Liga on lui demandera d'être un peu plus soigneux.
et Dani Alves. Dani Alves qui nous a fait 35 minutes, je dirais, d'un match totalement fou parce que le mec était en attaque, en défense, il se positionnait un petit peu au-dessus. Je pense que le positionnement de Xavi, c'est toujours avoir les deux défenseurs centraux qui ne bougent pas et en fait les deux latéraux qui viennent aider au centre. Et je voyais Jordi Alba et Dani Alves qui étaient vraiment milieu défensif centre. Bon, Cyril n'a pas trop aimé. Milieu défensif central à droite, gauche. Et franchement, j'ai vraiment apprécié. Après, bon, Dani Alves, hein, à la fin, petite faute, carton rouge. Bon, voilà, c'est du Dani Alves top niveau. Il va faire un bon match et à la fin, il sort sur carton rouge comme d'hab. Et celui qui m'a surpris, c'est notre ami Luis Suarez de l'autre côté. Luis Suarez, il n'avait pas envie de trop, on va dire, célébrer. Mais on l'a vu qu'il était très, très content de marquer. Et quand je lui dis, c'est son positionnement, quoi. Il a plus la vitesse de Luis Suarez de Liverpool. Pour moi, Luis Suarez, c'est ses grands matchs avec Liverpool et l'Ajax. Mais bon, écoute, j'ai aimé ce match parce que déjà, je déteste le Barça et je me suis forcé à regarder le match parce que je voulais voir la nouveauté et je voulais voir ce que Xavi apporte. Parce que c'est vrai que j'ai pas du tout calculé les matchs depuis que Xavi est arrivé. Et je suis plus Real, donc j'ai plus regarder les matchs du Real. Le Real qui a aussi gagné face à Grenade 1-0. Ouais. Kevin et Mehdi, si on se focus sur le Barça, est-ce que vous vous attendiez à une telle prestation des hommes de Xavi ou est-ce que l'Atlético vous a complètement déçu, Kevin? Je pensais au départ effectivement que l'Atlético allait soit s'imposer ou allait arracher le match nul. Après, on a effectivement l'effet du public, la nouveauté, avec justement les recrues, Ferran Torres, Adama Traoré qui arrivent, et aussi de la réussite, hein, parce que au final, le but de Jordi Alba sort de nulle part. Je ne sais pas si vous avez vu le but, fantastique. Ouais. Et c'est quelque part une bonne chose aussi, parce qu'effectivement, le Barça est un grand club et on ne va pas se réjouir de les voir au fond du trou. C'est une bonne chose qu'ils puissent redresser la barre, bien bosser et puis peut-être aussi sauver leur saison, parce que pour le titre, je pense que ça ne le fera pas du tout. C'est un peu compliqué. Mais, plus de 10 points de retard. Voilà, c'est ça. Au moins réaliser un ou deux coups d'éclat, sécuriser la qualification en Ligue des Champions. Le coup de la tête qui... Oui. Ils sont toujours en lice pour l'Europa League, non? Ils sont en Europa League, effectivement. Ils vont jouer contre le Napoli. Très gros choc. Ça peut être la surprise. Hein. Ça peut être la surprise en Europa League s'ils arrivent à se reconcentrer. Enfin, même si Naples avec Osimhen, qui est incroyable, qui marque chaque week-end. Mais bon, je pense que ça peut être sympa. Mais dis, je te voyais rigoler ou être pas trop d'accord, encore une fois, à tes grandes habitudes par rapport à ce que Kevin disait. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'était juste, on peut pas se réjouir que le Barça s'effondre. Je te disais, je suis pas sûr. Mais effectivement, qu'est-ce que je voulais dire? Non, Milan, c'est ça. En revanche. Non, ça va. En revanche, effectivement, on a vu quand même des nouveautés tactiques, par exemple, des réchauffés tactiques que Dani Alves fait à la place de Messi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Barça de Messi, très souvent, il demandait à Jordi Alba de faire un appel dans le dos du défenseur et Messi, en fait, en repiquant vers l'axe, lui mettait une balle juste derrière le défenseur. Et généralement, Jordi Alba soit se retrouvait en position de marquer, soit centrait pour éventuellement Luis Suarez à l'époque, quand il y avait vraiment le Barça, le grand Barça de 2015, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que là, bon, bien sûr, ils n'ont plus Messi. Comme tu l'as dit, Lenny, Dani Alves jouait très très haut et même de temps en temps, en fait, il rentrait carrément dans l'axe et il a fait, d'ailleurs, bon, pas sur la passe, pas sur le but en fait, mais plusieurs fois dans le match, en fait, Jordi Alba était très 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 dangereux et il amène un but comme ça avec une passe qui est derrière le latéral derrière. C'est une des nouveautés que j'ai vues avec l'arrivée de Dani Alves, parce que Dani Alves n'arrive plus à faire d'appel sur la droite, il n'arrive plus
trop à dédoubler. Mais en revanche, il a toujours une qualité de centre qui est incroyable. D'ailleurs, c'est Dani Alves qui centre pour la reprise de Jordi Alba, d'ailleurs. En fait, il est dans la surface et il fait un centre et Jordi Alba le reprend tout de suite. Donc, non, il a toujours une qualité de pied, Dani Alves, qui est assez impressionnante. Une grinta, qui est là, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de vitesse parce que sinon, c'est terminé. Mais bon, franchement, c'est toujours mieux que le défenseur latéral droit qu'ils avaient avant, honnêtement. Donc non, c'est plutôt pas mal. En défense centrale, Araujo, Piqué, ça se tient à peu près, mais c'est quand même. Enfin, oui, au milieu de terrain, il y a les petits Gabi, etc., qui sont pas mauvais. De Jong, en revanche, je trouve qu'il a perdu de son. En fait, je sais pas, je trouve que finalement, même les Pedri et Gabi sont plus rayonnants que De Jong dans le milieu de terrain. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Moi, De Jong, à la fin du match, je me suis dit « Ah, mais il jouait ce soir, mais c'est fou !» Il est déjà ailleurs. Ouais, non, mais c'est ouf, quoi. Il est déjà ailleurs. Et bon, après, Adama Traoré, il amène de l'impact, il amène effectivement de la provocation, et donc des fautes et des coups francs, etc. Mais c'est... Bon, moi, très honnêtement, j'ai jamais été convaincu par ce joueur-là. En Angleterre, je le trouvais vraiment stérile, très honnêtement. Enfin, je sais pas, mais excepté des grandes courses jusque dans la ligne de corner, il se passait pas grand-chose. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est assez fou, quoi. Les dernières saisons, là, c'était assez impressionnant. Alors oui, il est impressionnant parce qu'il a un physique incroyable et la vivacité qu'il a, c'est pas du tout en adéquation, en fait. En théorie, tu penses que ça va être un gros lourdeau et en fait, pas du tout. Mais techniquement, il est quand même très, très, très limité. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, voilà. Pour moi, c'est plus un tout droit qu'un gars, tu vois. Mais bon, bref. Et petite anecdote, il est plus léger que De Jong. De Jong fait 86 kilos et Adama Traoré fait 83 kilos. Et oui, c'était De Jong, 86 kilos. C'était la petite ref de la semaine quand Adama Traoré a signé. C'est la petite anecdote de la semaine. J'ai dit ah ouais, choqué. Incroyable. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ils ont trouvé quand même une espèce d'équilibre. C'est plutôt pas mal. Mais honnêtement, sur le match d'hier, moi, ce qui m'a particulièrement choqué, c'est le niveau de l'Atlético. très honnêtement, je pense que le Cholismo, c'est terminé. Il faut que ça s'arrête. Non, mais sérieusement, il faut vraiment que le Cholo, il s'en aille. Ça fait un moment qu'on dit ça. Ouais. Et alors l'année dernière, ils ont gagné le titre. Alors tu peux pas leur dire que voilà, mais c'est vrai que c'est très 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 compliqué, moi je trouve là, parce que il a de la qualité, il s'est renforcé en plus cet été, et ça ne donne strictement rien. Il y a aucun plan de jeu quand ils ont la balle en fait, excepté Carrasco qui essaye de monter et de provoquer. C'est tout, sinon c'est Joao Félix mais c'est que du 1 contre 1. Il n'y a plus du tout de jeu collectif, on dirait, offensif, je parle. Et défensivement, en plus, ils sont poreux maintenant. Mais vraiment, quoi. C'est-à-dire, ils sont même plus très compacts, agressifs. Tu vois que les milieux de terrain sont esquintés là-bas. Donc, tu vois, Coquet, par exemple, c'est son frère qui joue. Franchement, c'est pas lui. Non, mais c'est vrai. Après, le mec a été esquinté par... Tu perds Saoul, quand même, qui était le mec... Il jouait pas. Non, mais alors, il jouait pas. Il jouait plus. Mais Saoul. La déchéance de l'Atlético... quand l'Atlético était au top, tu avais un Coquet qui était au top, un Saúl Ñíguez qui était au top aussi. Donc le tout fait que tu perds un coéquipier, même s'il joue plus, ça peut déstabiliser aussi. Donc le tout fait que aujourd'hui l'Atlético n'est plus le même que l'Atlético d'il y a 2 ans. D'ailleurs, bonne nouvelle, Kevin. Ils n'ont pas su se renouveler parce que le football évolue constamment. Ouais, bien sûr. Le football d'aujourd'hui n'est pas le football d'il y a 7 ans. C'est que même le Barça, on le voit aujourd'hui. Un Adama Traoré, il n'aurait jamais signé à 4 ans. C'est vrai. Impossible. C'est vrai, c'est clair. C'est vrai, exactement. Aubameyang aussi, sa seule arme quasi, c'est la profondeur. La dernière fois que le Barça, entre 2011 et 2016, a fait une passe en profondeur, tu vois, il y a des gens qui ont pris des photos, il paraît, mais c'est tout, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Mais effectivement, le Barça qui se rapproche du podium. 4e place pour le Barça qui passe devant l'Atlético et qui est à 4 points du Betis, 3e. Le Séville est derrière, mais un peu plus loin que le Real en seconde position. 47 points pour Séville, 53 points pour le leader, le Real Madrid.
Messieurs, on a fait rapidement le tour d'Europe. Désolé pour cet épisode qui sera rediffusé sur YouTube malheureusement suite à des problèmes techniques. On essaiera de revenir en live. Alors pas la semaine prochaine comme on le disait parce que Saint-Valentin. On fête l'amour. Bien on fête entendu. l'amour la semaine prochaine. Mais le plus important la semaine prochaine, c'est la Ligue des Champions. Qu'on se le dise, on est entre nous quatre. Le plus important, ça sera mardi, mercredi et jeudi pour l'Europa League et la Conference League. Compétition qui n'est pas à... Hein, on n'oublie pas la Conference League quand même. Karabag, attention. Et on se retrouvera le lundi 21 février pour un débrief de tout ça, messieurs. Si ça vous va. Ça me va. Avec plaisir. Au top. Avec plaisir. Merci à toi, Lenny, d'avoir participé. Encore une fois, d'avoir pris du temps pour la non-troisième. Ça nous fait énormément plaisir. Tu reviens quand tu veux avec ce fond d'écran, ce fond vert derrière toi, bien entendu. Merci à vous. Kevin, encore une fois, je te redis merci d'avoir rejoint l'équipe de la non-troisième. Ça nous fait énormément plaisir. Et Mehdi, le pilier de la 93e aussi. On embrasse Ludo, on vous embrasse tous aussi. On vous souhaite une très belle semaine. Passez une belle Ligue des Champions, une belle Europa League, une belle Conference League. C'était la 93e. Ciao tout le monde. Ciao les gars.